Bonjour tout le monde, ça faisait longtemps. Il fallait quand même que je pense à terminer le programme de droit, d'économie et de management, donc je me suis dit 2 ans après, bien pourquoi pas reprendre où j'en étais resté. Alors, on va voir aujourd'hui le chapitre 8, Introduction à la création d'entreprise. On rentre dans le dernier thème, le thème qui, il y a encore quelques années, n'était pas au programme des épreuves écrites du bac quand elles étaient en mars. Maintenant, tout est au programme, donc tout va bien. Le thème 8, dans quel cadre et comment entreprendre. Nous verrons ici 4 parties. Une première partie sur l'entreprise individuelle. Vous devrez être capable d'expliquer les principes de l'entreprise individuelle et d'en apprécier les enjeux. Une deuxième partie sur l'impact de la forme juridique sur le patrimoine, où il faudra proposer et justifier le choix d'une forme juridique dans une situation donnée, et distinguer les conséquences de la forme juridique sur le patrimoine. Sur ces deux premières parties, vous devrez connaître le principe de l'unité du patrimoine, enfin plutôt de l'unicité du patrimoine, le principe de déclaration d'insaisissabilité, comment ça marche, qu'est-ce que c'est, et le patrimoine d'affectation, qu'est-ce que c'est. Grand 3 ensuite, le contrat de société. Vous devrez être capable d'identifier les éléments fondamentaux du contrat de société, avec les différentes notions, contrat de société, affectio societatis, apport, limitation de responsabilité aux apports. Et un dernier point, sur la société coopérative, très rapide, sur la SCOP, où vous devrez être capable d'identifier les caractéristiques d'une coopérative. On commence donc par cette première partie sur l'entreprise individuelle. Alors, on va commencer par l'entreprise individuelle dite classique. Tout simplement, de façon globale, on va parler de ce que c'est qu'une entreprise individuelle. Déjà, ça sert à travailler seul. Forcément, individuel, vous êtes seul. Vous êtes indépendant, c'est-à-dire que vous n'avez de compte à rendre à personne, que ce soit pour vos horaires, que ce soit pour ce que vous vendez, etc. Vous avez seulement quelques formalités juridiques et comptables à effectuer de temps en temps. Vous pouvez réaliser la déclaration de début d'activité en ligne sur le site de l'INPI, procédure. Donc vous avez le portail e-procédure dont vous avez une capture d'écran ici. Vous créez un compte et vous pouvez ensuite facilement créer une entreprise. Et quelques informations toujours sur le site de l'INPI pour créer son entreprise individuelle. Il y a certains éléments qui ne sont pas obligatoires dans une entreprise individuelle, notamment le fait de réunir une assemblée générale. Vu que vous êtes seul, réunir une assemblée générale, ça va être assez simple, vous vous en doutez. Réunissez-vous avec vous-même de temps en temps, ça servira. Vous n'avez pas besoin de constituer de capital social, vu qu'on verra le patrimoine de l'entrepreneur et le patrimoine de l'entreprise individuelle, c'est la même chose. Et enfin, ce n'est pas obligatoire de publier chaque année un bilan comptable. Je laisse les gestions finances réfléchir à ça. Passons maintenant au cas de la micro-entreprise, qui est un cas très particulier. C'est la plus simple à créer, ça se fait toujours en ligne sur le site de l'INPI, mais en plus, vous n'avez pas de formalité de publicité, donc c'est gratuit. Vous avez des cotisations sociales à payer, qui sont calculées sur le chiffre d'affaires. Normalement, une cotisation sociale, c'est calculé sur le salaire, mais dans une micro-entreprise, vous n'avez pas le droit d'avoir de salariés. Donc, on veut quand même vous faire payer des cotisations sociales, et elles seront sur le chiffre d'affaires. 23,2% pour la plupart des activités de service depuis 2024, et 12,3% pour les activités commerciales. Alors, il y a d'autres taux, mais je vous ai donné les plus importants. Donc, c'est déjà un point alors positif parce que on ne se préoccupe pas vraiment de faire des calculs, on regarde juste combien on a gagné pendant le mois ou pendant le trimestre, on applique le taux et hop, on paye nos cotisations. Dans une société, les calculs sont quand même différents et la plupart du temps, on va prendre en compte certaines charges que vous dépensez. Et ces charges, malheureusement, dans une micro-entreprise, ça n'existe pas. Il n'y a pas de bénéfices qui comptent, il n'y a pas de frais de société que je peux utiliser pour pouvoir faire baisser mon résultat. Non, ça ne marche pas ici. Dans une micro-entreprise, tout ce qui compte, c'est le chiffre d'affaires et ça s'arrête là. Ensuite, les ventes vont être exonérées de TVA, c'est-à-dire que vous avez moins d'administratifs à faire et ça vous permet d'obtenir des prix de vente beaucoup plus bas. Et le statut va être limité selon un plafond de chiffre d'affaires à ne pas dépasser. Donc si vous dépassez ce plafond, vous n'allez pas fermer l'entreprise, mais vous allez devoir la transformer dans une autre forme juridique. Ces plafonds, pour les activités de service depuis 2024, voire même depuis 2023 d'ailleurs, c'est 77 700 € et 188 700 € pour les activités commerciales. Donc je vous ai noté à utiliser avec précaution évidemment, parce que même si elle est très facile à mettre en place et très facile à gérer, au niveau financier, beaucoup de gens le disent de cette manière, c'est une arnaque.
dans le sens où des cotisations sociales calculées sur le chiffre d'affaires, on vous prend carrément un morceau de votre chiffre d'affaires, alors que les impôts et taxes dans n'importe quelle société, ça va être calculé sur votre bénéfice. Bon, sauf évidemment sur TikTok quand vous avez les pseudo-influenceurs, je veux gagner 1 million d'euros par jour, qui vous expliquent que l'État vous prend 50% de ce que vous gagnez. Non, ça c'est n'importe quoi. Vous gagnez uniquement, vous payez uniquement des impôts et taxes sur votre bénéfice, sauf dans une micro-entreprise où vous payez un pourcentage du chiffre d'affaires qui monte jusqu'à 23%. Vous avez aussi la possibilité de payer vos impôts directement sur ce chiffre d'affaires, mais on est sur du 1 ou 2% du chiffre d'affaires, pas plus. L'exonération de TVA, alors sans rentrer dans le détail parce que ce serait trop long à expliquer, financièrement, ça pose un petit peu souci pour une entreprise de ne pas avoir de TVA au niveau financier, c'est moins arrangeant, mais ça s'arrête là. Donc voilà un petit peu le fonctionnement de la micro-entreprise. Le fait de l'utiliser avec précaution, c'est pas hyper important, hein, c'est juste moi qui vous ajoute ces petits éléments. Entre guillemets, pour l'examen, retenez simplement que c'est la plus simple à mettre en place, que les cotisations sociales sont basées sur le chiffre d'affaires, que les ventes sont exonérées de TVA et que c'est limité par un plafond de chiffre d'affaires à ne pas dépasser. Évidemment, on ne vous demande pas de connaître ces montants et ces taux, évidemment. Passons maintenant sur l'impact de la forme juridique sur le patrimoine de l'entrepreneur et des associés. Alors surtout de l'entrepreneur, évidemment. Déjà, de base, l'entrepreneur et l'entreprise individuelle, c'est un patrimoine unique. L'entrepreneur est une personne physique, son entreprise n'est pas une société, n'est pas une autre personne, c'est pas une personne morale, donc il y a le même patrimoine pour l'entreprise et l'entrepreneur. Ce qui veut dire que l'entrepreneur a une responsabilité illimitée, c'est-à-dire que toutes les dettes qu'il va contracter pour son entreprise, s'il n'arrive pas à les payer, eh bien on pourra lui saisir ses propres biens personnels pour pouvoir les rembourser. Et donc vous comprenez qu'il y a un risque sur l'entrepreneur et sur sa famille. Il peut tout perdre selon les dettes qu'il va créer. Mais il y a quand même une possibilité. Vous allez voir que sur cette partie-là, on va petit à petit augmenter le niveau de protection de l'entrepreneur. Il est possible dans une entreprise individuelle de réaliser ce qu'on appelle une déclaration d'insaisissabilité que vous pouvez faire devant un notaire et qui va vous permettre, malgré le fait d'avoir un patrimoine commun pour l'entreprise et pour vous, pour pouvoir rendre insaisissables vos biens immobiliers. Vous avez votre résidence principale qui va être protégée de plein droit, là vous n'avez aucune démarche à faire, hein. On ne peut pas vous saisir votre résidence principale. Par contre, pour les autres biens immobiliers, là vous devez aller voir un notaire et réaliser cette déclaration d'insaisissabilité. Vous verrez à force le mot, vous réussirez à le dire facilement. Donc voilà, ça c'est, on va dire, le premier niveau de protection que l'entrepreneur individuel peut avoir. Ensuite, on a le cas de l'entreprise individuelle à responsabilité limitée. Donc, on sait que de base, l'entrepreneur et son entreprise individuelle ont un patrimoine unique. Eh bien, avec l'EIRL, l'entreprise individuelle à responsabilité limitée, à sa création, on va réaliser une déclaration d'affectation. Et en gros, on va diviser le patrimoine de l'entrepreneur en deux. Son patrimoine privé, qui va rester à lui, hein, qui est juste privé, et ce qu'on appelle un patrimoine d'affectation qui va comprendre une partie de ses biens privés qui vont devenir les biens de l'entreprise. Donc s'il y a des dettes qui sont impayées par l'entrepreneur dans son entreprise, eh bien ce sera uniquement le patrimoine d'affectation qui pourra être saisi. Donc vous voyez que là le niveau de protection est beaucoup plus élevé. On n'est pas juste sur les biens immobiliers qui ont été rendus insaisissables. Ça va être tout le patrimoine d'affectation qui sera opposable au tiers, on peut dire. Et enfin, dernière possibilité, le recours à la société, tout simplement. Vu qu'on va créer une société, on va créer une nouvelle personne juridique, une personne morale, et donc il y aura le patrimoine privé de l'entrepreneur et le patrimoine de la société. Deux personnes différentes, la protection complète pour l'entrepreneur. Sur le fonctionnement justement et surtout sur la création de cette société, on va voir ça tout de suite dans le grand 3. Alors j'ai dit tout de suite, non, en fait pas exactement tout de suite. Tout d'abord, un résumé justement de tout ce qu'on vient de dire sur la protection du patrimoine de l'employeur. De base, le plus faible, ça va être avec l'entreprise individuelle. Il y a un patrimoine commun et c'est tout. Aucune protection.
Il y a malgré tout la possibilité de faire la déclaration d'insaisissabilité pour les biens immobiliers, mais il y a mieux, hein, forcément, on l'a vu. Ce mieux, justement, ça va être l'EIRL, l'entreprise individuelle à responsabilité limitée, avec la création d'un patrimoine d'affectation. Et pour finir, le cas de la société qui va créer une nouvelle personne juridique, une personne morale, et donc forcément avec un patrimoine distinct. Rappelez-vous du programme de première, toute personne juridique, qu'elle soit physique ou morale, possède un et un seul patrimoine. Maintenant, oui, on va pouvoir parler du contrat de société. Alors on va commencer par étudier les éléments constitutifs de la société, selon l'article 1832 du Code civil. Définition légale du contrat de société. La société est instituée par deux ou plusieurs personnes qui conviennent par un contrat d'affecter à une entreprise commune des biens ou leur industrie en vue de partager le bénéfice ou de profiter de l'économie qui pourra en résulter. Donc, pour simplifier, les éléments constitutifs de la société, ça va être deux personnes ou plus, sauf exception. Il faut au moins deux personnes selon la définition légale, mais on va voir qu'en fait, c'est plus simple que ça. Des apports, donc ils conviennent par un contrat d'affecter à une entreprise commune des biens ou leur industrie, donc ça peut être des apports en nature, des biens, des apports en numéraire, de l'argent, ou des apports dits en industrie, c'est-à-dire vous apportez vos connaissances. Vous n'avez pas le droit à des dividendes pour ce genre d'apport, mais vous pouvez apporter en industrie, donc vos connaissances pour l'entreprise. Il faut une volonté de partager les bénéfices et les pertes selon les apports. Celui qui a apporté 75% des apports, il va pouvoir recevoir 75% des bénéfices, et forcément, il va supporter 75% des pertes, forcément. Ce qui est en lien avec ce qu'on appelle l'affectio societatis, qui est la volonté de collaborer dans cette entreprise commune de la part des associés. C'est un élément psychologique qui est recherché en droit. D'ailleurs, il y a en droit ce qu'on appelle un cas particulier, qui n'est pas du tout au programme, mais j'adore le raconter. C'est le cas des sociétés créées de fait. En fait, dans certains cas, ces éléments constitutifs vont être réunis, mais il n'y avait pas réellement de création de société qui était prévue. L'exemple le plus connu, c'est, imaginez, alors si vous avez plus de 18 ans bien évidemment, vous allez au bureau de tabac avec un ami et vous allez acheter un jeu à gratter. Le jeu coûte 2 euros, voilà, vous sortez chacun devant le caissier ou la caissière, vous sortez chacun 1 euro, vous achetez le jeu à gratter, vous le grattez et bingo, vous avez gagné 100 000 euros. Et c'est vous qui avez gratté justement le ticket, vous faites croire à votre ami que vous avez perdu, vous retournez voir le caissier et vous récupérez tout seul vos 100 000 euros, alors que vous vous étiez dit que vous alliez partager si vous gagnez. Eh bien ici, si votre ami en question est au courant que vous venez de l'entuber, eh bien il peut tout à fait, avec les différents témoignages des personnes qui étaient présentes dans le bureau de tabac à ce moment-là, il va pouvoir aller au tribunal et réunir ces éléments constitutifs. Il y avait deux personnes ou plus, il y a eu des apports, on a chacun apporté 2 euros, on avait cette volonté de le faire pour pouvoir partager les gains, nous sommes, et donc forcément vu qu'il y a cette volonté, c'est l'affectio societatis, donc nous sommes dans le cas d'une société créée de fait. Et le juge du tribunal va dire, ok, très bien, tribunal de commerce d'ailleurs, ok, très bien, votre ami vous doit 50 000 euros, vous devez verser 50 000 euros à votre ami, plus dommages et intérêts, etc. Voilà un petit peu le cas du contrat de société. Alors maintenant, on va voir les principales sociétés commerciales qui existent. Là, je vous en ai affiché 3, oui, 3 réellement. Tout d'abord, la société à responsabilité limitée, c'est la plus connue, la SARL, qui peut monter jusqu'à 100 associés, pas plus. Pas de capital minimum, et dans le cas particulier où il n'y a plus qu'un seul associé dans une SARL, elle ne se transforme pas, elle change juste de nom, elle devient une EURL, une entreprise unipersonnelle à responsabilité limitée. Mais elle fonctionne exactement de la même manière, c'est la même forme juridique. SARL et EURL, c'est la même chose. Pareil juste en dessous, la SAS et la SASU, Société par action simplifiée et sa version unipersonnelle, même chose. Si on descend avec un seul associé, elle change juste de nom, vous avez une lettre qui s'ajoute dans l'acronyme. Le capital minimum est toujours de 0 euros et sa principale caractéristique, c'est que ce sont les statuts, donc le contrat de société, qui va fixer la quasi-totalité des règles et non la loi. Vous avez peut-être 4 ou 5 pages d'articles dans le code de commerce pour la gestion de la SARL et de l'EURL.
Pour la SAS, je crois que ça se limite à 3 ou 4 articles, pas plus, qui disent simplement que la SAS va être présidée, plutôt va être gérée par un président. Mais c'est tout. Tout le reste, ce seront les statuts qui vont fixer les règles. Donc vous pouvez trouver maintenant sur Internet assez facilement des exemples de statuts de SAS à compléter et vous pouvez créer assez facilement votre SAS en fixant bien chacune des règles. Évidemment, vous oubliez une seule règle, vous pouvez complètement bloquer le fonctionnement de la société. Là, ça pose problème. Et il nous reste enfin la SA, la société anonyme. Elle, le nombre d'associés minimum est de 2, le maximum est infini, et là par contre il n'y a pas de version unipersonnelle. Le capital minimum est de 37 000 €, 225 000 € à peu près si on la crée directement pour qu'elle puisse entrer en bourse. Et en fait, c'est une société qui va surtout être utilisée pour aller ensuite en bourse. Elle s'appelle justement anonyme parce qu'on se fiche de savoir qui sont les actionnaires. Ça va, ça vient, les actions sont achetées, vendues sur le marché financier. On s'en fiche de savoir qui est derrière. Voilà pourquoi c'est une société anonyme. Maintenant, dernière chose, on va voir le cas de la prise de décision en société. En gros, dans une société, il va y avoir 3 types d'instances qui vont pouvoir prendre des décisions. Tout d'abord, le dirigeant, tout simplement, qui peut recruter, acheter, gérer la trésorerie, signer les contrats, etc. Tout simplement, le dirigeant. Ensuite, vous avez l'assemblée générale ordinaire, donc le regroupement de tous les associés, qui vont approuver les comptes, affecter le résultat, nommer et révoquer les dirigeants, etc. Mais en tout cas, ça, c'est les décisions principales. Une assemblée générale ordinaire se réunit au moins une fois par an, c'est obligatoire. Et pour les différentes prises de décision, la majorité qui est requise pour la prise de décision va être 50% plus une action, 50% des actions plus une, pour pouvoir valider une décision en assemblée générale ordinaire. S'il y a une assemblée générale ordinaire, vous devez vous en douter, il y a une assemblée générale extraordinaire. Ça, c'est pour les très grosses décisions, donc modification des statuts, changement de nationalité, etc. Ça, par contre, il n'y a pas de règle, on en fait une quand il y en a besoin. Par contre, la majorité des voix pour pouvoir valider les décisions, elle va être un peu plus forte. Ce sera une majorité des 2/3 des parts sociales qui va être requise. On n'oublie pas que le fonctionnement des assemblées générales, pour les votes, c'est par action. Ça ne va pas être par nombre de personnes. Si vous avez 50 personnes qui sont présentes, ça ne veut pas dire qu'il faut 25 plus 1, donc 26. 26 personnes qui sont pour valider une décision. Ça va être selon le nombre d'actions qui sont possédées. Donc si vous avez une personne au milieu de ces 50 qui possède plus de 50% des actions, eh bien c'est elle qui va valider ou non, seule, toutes les décisions. Très important de retenir ça. Et on va finir justement par un cas très particulier, le cas de la société coopérative. Alors, dans la société coopérative, déjà la plus connue c'est la SCOP, la société coopérative et participative, et le principe est là. Vous avez dans cette société des salariés associés, c'est-à-dire qu'ils sont salariés, mais ils sont aussi associés de cette entreprise. Et ce cas-là, ces personnes-là qui ont les 2 casquettes, elles doivent détenir au moins 51% du capital et au moins 65% des droits de vote. Donc ça veut dire que si le capital social il est de 100 000 €, il faut que 51 000 € viennent au minimum des salariés associés, et que si c'est 100 000 €, c'est 100 000 actions, eh bien il faut aussi qu'il y ait 65 000 actions qui sont détenues par des associés salariés. Pourquoi ces associés salariés? Parce que dans une entreprise, les personnes qui connaissent le mieux le fonctionnement de l'entreprise, ce n'est pas forcément le gérant, sauf dans le cas des petites entreprises, mais quand vous avez une grosse entreprise, forcément, c'est les personnes qui la gèrent au jour le jour, et donc c'est les salariés qui sont les mieux placés pour prendre les décisions importantes. Le dirigeant, il est élu par les associés salariés pour un mandat de 4 à 6 ans. Pour les votes au conseil d'administration, cette fois-ci c'est différent. Là, c'est bel et bien un salarié égale un vote. Ce n'est pas une action égale un vote. Là, c'est vraiment une personne, une voix. Et le partage équitable du profit, il y a une partie qui revient aux salariés sous forme de participation et intéressement, une partie qui revient aux associés salariés en tant que dividende, et une partie qui reste à l'entreprise pour l'autofinancement.
Voilà, ceci termine notre chapitre 8 sur l'introduction à la création d'entreprise. J'espère qu'il vous a plu, je vous souhaite de bonnes révisions et à la prochaine pour un prochain chapitre. Bonne journée!